Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Alors, je vous souhaite déjà la bienvenue pour ceux qui sont ici. Il n'est pas encore midi 15 et je sais que parfois il y a quelques petits soucis techniques au début pour certains participants, donc je vais juste attendre jusqu'à midi 16, midi 17, le temps que vraiment tout le monde puisse rejoindre. Euh, et puis nous pourrons commencer. Voilà. En attendant, pour ceux qui sont là, je vais juste rapidement vous expliquer comment ça va se dérouler. Le webinaire sera divisé en deux parties. Vous aurez au début la première partie de ma présentation, si vous voulez, du tutoriel que je vais vous faire. Ensuite, au milieu, on va avoir un petit intermède pendant lequel je vais vous publier d'abord un petit quiz de connaissances pour voir si vous avez tout compris. Ce n'est évidemment pas grave si vous faites une erreur, hein. C'est juste pour moi, pour comprendre si j'explique les choses facilement ou pas. Et puis ensuite, vous aurez un très court questionnaire vraiment de 3 questions où il y a pas besoin de taper de texte, il suffit simplement de sélectionner des options dans lequel vous allez juste me dire si tout va bien au niveau de la vitesse, est-ce que vous m'entendez bien, etc., etc. Voilà, et puis ensuite, on poursuivra avec la deuxième partie. Et puis, à la toute fin du webinaire, lorsque je fermerai le webinaire pour tout le monde, vous aurez en fait un questionnaire de satisfaction à la fin qui est aussi assez court et dont je vous demande, s'il vous plaît, de le remplir. Ça nous aide énormément. C'est aussi pour vous, puisque nous faisons ces webinaires. C'est pas sur mesure, puisqu'il y a évidemment plusieurs personnes qui regardent, mais on essaye d'adapter au mieux pour que ça vous convienne au maximum. Donc, si vous répondez au questionnaire, vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire là-dedans, comme ça on peut s'améliorer pour le futur. Voilà, voilà. Alors, il est midi 16. Je regarde juste l'heure. Voilà, dans 15 secondes, il va être midi 17. Et puis, je vais pouvoir commencer pour aujourd'hui. Voilà, midi 17. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire, notre premier webinaire en français de l'année 2025, de cette saison. Euh, Moi, je suis Dejan Marinov. Je travaille chez Time Sensor depuis maintenant un peu plus d'un an. Et je suis account manager pour la Romandie principalement, mais je m'occupe aussi de certaines régions un peu plus minoritaires comme le Tessin et le Luxembourg. Vous me connaissez sûrement déjà puisque j'ai essayé de rencontrer quasiment tous mes clients. Donc, on s'est sûrement déjà parlé. Alors voilà, je suis très ravi aujourd'hui de vous présenter ce webinaire parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que dans ce que j'essaye de faire au niveau des sujets de webinaire, c'est que je regarde lors de mes rencontres avec les clients quels sont les sujets voilà, les plus, peut-être les moins bien compris ou les plus problématiques. Et puis ensuite, j'en profite pour vous présenter ça sous forme de webinaire. Comme ça, tout le monde peut en profiter gratuitement. Donc, je vous invite fortement, alors déjà, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui, mais je vous invite aussi fortement à vous inscrire au webinaire suivant. Vous trouverez toutes les dates ainsi que les liens d'inscription sur notre site web et dans la newsletter qui a été envoyée la semaine dernière. Voilà. Alors, aujourd'hui, le sujet, ça va être le flux de personnel dans Time Sensor. Alors évidemment, chaque étude évolue, chaque étude s'agrandit, parfois devient aussi plus petite, parfois vous devez vous séparer de vos employés. Certains partent sur d'autres aventures, certains partent à la retraite. Il y a plein de cas de figure et c'est vrai que c'est toujours un point un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a souvent des clients qui nous contactent pour nous dire, voilà, on a un employé qui commence demain, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors le but de ce webinaire est de répondre à cette question. Je vais vous montrer dès le début comment ça se passe lorsque un employé part de votre étude, qu'est-ce qu'il faut faire dans Time Sensor, et puis ensuite, quand un employé arrive dans votre étude, qu'est-ce qu'il faut faire dans Time Sensor. Voilà, je suis aujourd'hui seul. Malheureusement, ma collègue, Madame Chivek, n'est pas là. Et donc, je vais devoir un petit peu jongler entre la présentation et les questions qui sont ici à ma droite. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, lorsque vous avez une question, d'aller dans Zoom, tout en bas, dans la petite barre d'outils, vous avez un petit bouton qui s'appelle Q&A. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelle chez moi. Euh, Si vous cliquez sur ce bouton Q&A, vous avez la possibilité, normalement, de poser une question
Et ça va en fait m'alerter qu'une question a été posée, je vais la voir et je vais pouvoir vous répondre. Vous pouvez poser les questions à tout moment pendant le webinaire, bien évidemment, et moi, je vais me charger d'y répondre soit pendant l'intermède, s'il y a déjà des questions, soit pendant, à la toute fin, quand j'aurai fini le webinaire. Ça ne devrait pas durer après 13 heures, on aurait fini jusqu'à 13 heures, donc voilà, pour vous donner une petite idée au niveau du timing. Alors, on va commencer par partager mon écran. Donc, je vous demande juste un petit instant que je fasse ça tout de suite. Alors voilà, share, desktop 1. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça a l'air de fonctionner, c'est top. Alors, je vais bouger ça, tac, c'est bon. Du coup, je suis ici dans une version de démo. Alors, dans la version de démonstration, il y a souvent des choses qui pourraient peut-être paraître un petit peu incohérentes. Je vous prie de m'en excuser. C'est un petit peu la limitation du fait que c'est une base de données pour faire des démonstrations, pour faire des présentations, etc. Il y a quelques petites filouteries, disons-le comme ça. Donc, certaines choses ne seront peut-être pas identiques à votre time sensor. De plus, je suis ici sur Time Sensor Légal 365. Alors, cela ne veut pas dire que ce que je vais expliquer aujourd'hui ne s'applique pas dans Time Sensor Légal classique, mais l'interface est peut-être un petit peu différente, les boutons sont peut-être un peu différents, les choses ne seront pas placées forcément au même endroit. Donc, si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à retrouver quelque chose sur votre installation de Time Sensor, si vous êtes sur Time Sensor Légal classique, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail et je vous guiderai pour trouver cela. Alors, tout premièrement, commençons par le début, c'est-à-dire que vous avez ici un collaborateur qui va partir, qui va partir de votre étude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On va tout d'abord aller dans la zone ici à gauche qui s'appelle la zone contact. Et dans la zone contact, vous voyez que vous avez ici plusieurs catégories, dont notamment une catégorie qui s'appelle collaborateur. Dans le CRM de Time Sensor, donc dans la gestion de contact de Time Sensor, vous avez chaque contact est en fait catégorisé sous ces catégories-là. Et nos collaborateurs se trouvent évidemment dans collaborateurs. Aujourd'hui, on va se séparer de Simon Studer. Donc, c'était un collaborateur d'assez longue date dans l'étude. Et puis, c'est lui qui va partir. Il part à la retraite et on va maintenant devoir libérer sa licence puisque la semaine prochaine, un nouveau collaborateur arrive pour le remplacer. Alors, on va commencer déjà par aller ici dans Simon Studer. On va double-cliquer sur son dossier. Vous voyez que ça m'ouvre ici son dossier. Vous pouvez agrandir la fenêtre si vous préférez ça. Et vous allez déjà commencer par rendre son contact inactif. Pourquoi seulement inactif et pas l'effacer? On pourrait en réalité effacer Simon Studer, mais je pense que c'est utile pour vous de garder un historique de vos anciens employés. Euh, c'est toujours utile si vous avez besoin de recontacter quelqu'un. On ne sait jamais, de voir des activités, des informations, de pouvoir aussi garder son dossier, parce que peut-être que vous avez stocké des choses dans Brouillon et dans Archives que vous souhaiteriez consulter, un ancien contrat de travail ou quelque chose comme ça. Donc, je vous recommande très honnêtement de ne pas effacer le contact, mais de simplement le mettre en inactif. Et vous voyez qu'il apparaît maintenant grisé. Et lorsqu'il est grisé, on ne peut plus saisir différentes informations. Il y a certaines choses qui deviennent désactivées, mais on peut toujours consulter son dossier. Vous pouvez aussi toujours le rendre actif à tout moment s'il y a besoin. Voilà. Alors ça, c'est fait. Pourquoi? Vous allez voir, c'est très utile dans le futur. Alors, l'étape suivante, c'est maintenant d'aller dans les paramètres. On va maintenant toucher à l'espace vraiment compte utilisateur, à l'espace vraiment licence, à l'espace login, mot de passe, etc., etc. Donc, Simon Studer, excusez-moi, part et il faut désactiver son compte parce qu'en fait, il faut libérer sa licence. On n'a pas envie de racheter une licence Time Sensor ou de devoir ajouter une licence à son abonnement parce que, en réalité, le nombre net d'employés ne va pas changer. Donc, on clique ici en bas à gauche sur les paramètres. On va ensuite dans le bouton utilisateur puisqu'on va gérer les utilisateurs naturellement. Et puis ici, on voit que nous avons Simon Studer qui est présent juste là. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se rendre dans l'onglet Login de Simon Studer. Pour avoir ouvert cette page, il faut double-cliquer sur le nom de
l'utilisateur. Et puis dans la page ici, Login, on va simplement désactiver le compte. Pourquoi désactiver le compte? En fait, la désactivation du compte, c'est ce qui permet de libérer une licence. Sur Time Sensor, les licences, elles sont par utilisateur nommé, c'est-à-dire par compte. Mais vous n'êtes pas obligé d'effacer le compte entièrement pour libérer la licence. Une simple désactivation du compte va libérer une licence que vous allez pouvoir utiliser pour le nouveau collaborateur qui va vous rejoindre bientôt. D'accord? Donc, on va simplement cocher ici la case compte désactivé. Ceci va empêcher, à partir du moment où je clique sur la coche et que je sauvegarde, ceci va empêcher Simon de se connecter sur la base de données et va vous libérer une licence, naturellement. Voilà, je clique sur la coche. Simon est actuellement désactivé et j'ai la possibilité de pouvoir de rentrer déjà des nouveaux utilisateurs, un nouvel utilisateur si j'ai besoin, puisque je n'ai pas assez de licences pour plus qu'un seul. Vous pouvez ici en bas, alors moi ça ne s'affiche pas puisque je suis sur une version de démo qui est légèrement truquée au niveau des licences, mais vous aurez ici un texte juste ici en bas, là où il y a ma souris, en dessous des utilisateurs qui vous indique le nombre de licences disponibles à l'instant T au moment où vous êtes sur la base de données. Voilà. Maintenant, quel est l'impact de désactiver un utilisateur? Euh, Parce que vous vous dites, mais moi, je ne veux pas désactiver forcément, j'ai peut-être encore des dossiers en cours, des timesheets à rentrer pour cet avocat, je ne sais pas, il y a des factures peut-être à émettre, et vous ne voulez pas faire quelque chose de grave. La désactivation ne fait que bloquer le login et libérer la licence, rien de plus. L'utilisateur existe toujours, et d'autant plus que l'utilisateur, vous pouvez toujours saisir des timesheets à son nom. Euh, donc là, par exemple, même si lui ne peut pas se connecter dans la base de données, si vous allez ici sur sa photo, si vous avez les droits d'accès pour aller sur la zone personnelle de Simon, vous pouvez aller dans son timesheet et continuer à rentrer des entrées. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, vous pouvez même d'ailleurs, même en effaçant le compte, vous pouvez continuer à saisir le timesheet. Pourquoi? Alors on y vient. En fait, dans Time Sensor, chaque utilisateur euh, l'utilisateur, le compte utilisateur, c'est ce qui permet à l'utilisateur de se connecter sur la base de données. Et en fait, il y a une seconde étape, si vous voulez, une extension au compte utilisateur, qui est un statut dans le logiciel, un statut qu'on appelle personne en charge. Lorsqu'un utilisateur est défini en tant que personne en charge ou lorsqu'on crée la personne en charge qui correspond à un utilisateur, c'est là qu'on va pouvoir faire en sorte que cet utilisateur-là puisse saisir des timesheets, puisse s'approprier un dossier, donc être défini comme exécuteur ou responsable ou peu importe. Euh, et également, c'est ce qui va permettre de lui fixer un prix, de lui fixer, quand il fait un timesheet, qu'il puisse avoir un prix qui s'affiche, que ça soit facturable, etc., etc. Parce que si vous n'avez pas de personne en charge et que vous faites un timesheet, vous apparaissez automatiquement en non facturable dans les timesheets. Donc c'est important d'avoir cette distinction parce que parfois le secrétariat, par exemple, n'a pas forcément besoin d'avoir une personne en charge puisque le secrétariat ne facture peut-être pas. Mais par contre, les avocats ont besoin d'avoir cette personne en charge, d'avoir ce doublon, si vous voulez, en personne en charge. Et la gestion des personnes en charge, elle se fait juste là, donc sur la gauche. Dans l'espace blanc, si vous êtes administrateur, attention, pas tout le monde peut gérer les personnes en charge, vous faites un clic droit à n'importe où ici dans cette zone, dans l'espace blanc, sur la photo de quelqu'un, ça n'a pas d'importance, et vous pouvez cliquer simplement sur le bouton ici, personne en charge. Lorsque vous allez ici dans ce menu personne en charge, vous avez maintenant la possibilité de supprimer la personne en charge de Simon. Attention, si vous supprimez la personne en charge de Simon, vous ne pourrez plus rentrer de timesheet pour Simon dans le futur. Donc c'est très important parce que son timesheet va disparaître, entre guillemets, si vous voulez. Les données, vous pourrez toujours les retrouver dans les statistiques, etc., globales de l'étude, mais par contre, vous ne pourrez plus saisir de nouvelles prestations, vous ne pourrez plus lui attribuer des délais, vous ne pourrez plus lui attribuer des tâches, etc., etc. Ça ne sera plus possible. Donc, je vous conseille de faire cela euh, plus tard. Je vous conseille de faire cela lorsque vous avez vraiment terminé de boucler tous les dossiers en cours de Simon, etc., pour vous assurer qu'il ne va pas y avoir de soucis. D'accord? Donc, rien ne vous empêche de désactiver le compte, voire de l'effacer, mais gardez vraiment la personne en charge le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous n'en avez plus besoin. Donc, on va ici effacer la personne en charge. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'enregistrement sélectionné?
Oui. Et là, ça va me dire, mais vous avez tous ces dossiers ici, tous ces mandats où Simon a une assignation. Il y a certains mandats où il est responsable, d'autres mandats où il est acquisiteur. Ça va vous demander, est-ce que vous voulez conserver l'assignation? C'est-à-dire que si personne ne va ensuite par la suite changer cela manuellement, ça va toujours afficher dans le mandat, par exemple, d'ici de EMC Entreprise Minière, ça va toujours afficher que Simon est l'acquisiteur dans ce cas-là de ce mandat. Ou est-ce que vous souhaitez modifier l'assignation? Par exemple, vous avez convenu que ce sera un associé de l'étude, par exemple Monique Martin, qui va reprendre tous les dossiers de Simon. Moi, c'est ce que je vais faire ici. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder l'assignation. C'est purement, ça dépend de votre fonctionnement et de ce que vous souhaitez faire. Je clique sur OK. Et là, vous voyez qu'ici à gauche, alors c'était plutôt rapide, ça peut prendre un peu plus de temps en temps, donc ne paniquez pas. Si ça prend parfois un petit peu de temps, c'est normal. Les données en fait de la base de données sont stockées dans le cache de votre ordinateur, c'est-à-dire que pas tout est toujours visible en temps réel, donc il y a parfois un petit temps de réactualisation, le temps que, pour des questions d'optimisation de performance, le temps que certaines modifications apparaissent. Voilà, donc Simon Studer a officiellement disparu et vous pouvez ensuite par la suite supprimer son compte euh, si vous le souhaitez dans le futur, etc. Ça, c'est le cas où vraiment Simon est parti définitivement. Maintenant, s'il part, par exemple, pour faire un an, je ne sais pas, une année sabbatique ou quelque chose comme ça, vous pouvez garder sa personne en charge. À mon avis, il n'y a pas besoin de la supprimer. Ça dépend vraiment des situations. Moi, je vous explique ce que fait la personne en charge, ce que fait le compte utilisateur. Après, vous voyez ce qui convient le mieux en fonction de votre situation. De toute manière, je vous recommande quand même, si quelqu'un part vraiment de manière définitive, je vous recommande de, de supprimer sa personne en charge, bien sûr. Au bout d'un moment, vous n'en aurez plus besoin. Vous n'allez pas facturer un timesheet 5 ans après que la personne n'est plus là au nom de cette personne. Ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Mais c'est vrai que dans un futur proche, après le départ, on a peut-être parfois besoin d'ajuster des choses. Donc, je vous recommande de ne pas supprimer la personne en charge. Si jamais vous faites vraiment une erreur de manipulation ou quoi que ce soit, c'est un soft delete. Donc, vous pouvez toujours nous contacter à hotline@timesensor.ch et puis un agent de support se chargera de vous assister dans la manipulation pour refaire revenir la personne que vous avez effacée par accident. Alors, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau de l'offboarding. Comme vous voyez, ce n'est pas hyper compliqué, mais c'est vrai que c'est important de faire les choses correctement et de savoir quelles sont les distinctions et puis les différentes euh, particularités entre la personne en charge et l'utilisateur. Je vais maintenant stopper mon partage et puis je vais vous partager un petit quiz. Alors, voilà, je vais donc lancer le petit quiz. Voilà, vous avez 1 minute jusqu'à 12h33 pour répondre à ces questions. Je vous laisse y répondre. Moi, je vois ici vos réponses. Et puis, dès lors qu'on aura terminé avec ça, donc à 12h34, je vais vous partager ensuite le deuxième questionnaire pour savoir si tout va bien au niveau de l'allure, au niveau du son, comment vous m'entendez, etc. OK, vous avez 30 secondes. Voilà. Je vois que les premières réponses commencent à arriver. OK. Alors, il est 12h34. On va arrêter. Je termine. Voilà, j'ai les résultats ici. Puisqu'ils ne sont pas anonymes, je ne vais évidemment pas les partager, mais, mais je peux voir que dans la majorité ici, les réponses sont correctes. Mais il y avait une question piège. Je vois que certains ici d'entre vous sont connaisseurs. La dernière question est une question piège, effectivement. Piège, pourquoi? Parce que je n'en ai pas encore parlé. Je voulais voir si certains connaisseurs sont présents dans l'audience.
La question est, la suppression de la personne en charge est globale pour toute la base de données? Non, elle n'est pas globale pour toute la base de données. En fait, vous avez les personnes en charge sont différentes et définies différemment entre les différentes entités que vous avez dans votre base de données. Peut-être pour la majorité d'entre vous, ça ne vous dit rien quand je parle d'entité, mais dans Time Sensor, vous avez la possibilité de créer plusieurs entités, notamment si vous avez une étude, par exemple, enfin, qui a une partie avec des avocats, et puis une partie notariat, par exemple, vous avez la possibilité de créer une entité différente pour chaque. Ou si vous avez parfois, vous avez des études qui sont seulement une société simple où chaque associé travaille à son compte. Eh ben, dans ce cas-là, vous avez peut-être une entité par associé. Et vous avez différentes personnes en charge parce que dans l'entité de l'associé A, la secrétaire de l'associé B, elle n'est pas du tout en charge de rien du tout dans l'entité de l'associé A. Vous voyez, donc c'est pour ça que les personnes en charge sont différentes entre les entités. Et donc, la réponse à la question, la suppression de la personne en charge est globale pour toute la base de données, c'est faux. Donc, si vous avez plusieurs entités, il faudra vous connecter dans chaque entité et changer la personne, enfin effacer la personne en charge que vous souhaitez. Voilà, alors c'est terminé. Je ferme ce petit quiz. Bravo à tous ceux qui ont répondu juste, à tous ceux qui ont répondu faux. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je pourrai toujours répondre à vos questions dans le futur si vous avez des difficultés avec cette manipulation-là. Mais passons maintenant à la suite, qui est donc le questionnaire de, entre guillemets, de satisfaction. Alors, j'aime pas vraiment l'appeler comme ça parce que c'est pas un questionnaire de satisfaction, mais euh, c'est un sorte de feedback intermédiaire. Voilà. Alors, je le lance. Vous avez toujours 1 minute pour répondre. Voilà. Ah, il y a 4 questions. Je vous ai menti, pardonnez-moi. Euh, ne vous posez pas trop de questions lorsque vous répondez. Voilà. Allez-y simplement, la première réponse qui vous vient à la tête, ça va très bien. Pendant que les réponses commencent à arriver, moi je vais déjà anticiper sur le reste. Donc nous allons maintenant faire l'étape où vous avez un utilisateur qui va arriver. Il faut créer un nouvel utilisateur parce que vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans l'étude, ou un nouvel associé, un nouvel secrétaire, etc. Nous, on va faire le cas de l'avocat collaborateur. Il n'y a pas grand-chose qui change, d'accord? C'est totalement analogue pour les autres, mais c'est juste pour rester cohérent. On va rentrer dans le. On a fait quitter un avocat collaborateur, on va faire rentrer un avocat collaborateur. Voilà, voilà. Donc, le feedback, pardon, étant toujours en train de tourner, je vais l'éteindre dans 1 ou 2 minutes, mais je vais déjà commencer. Alors, premièrement, on va faire en fait les étapes dans le même ordre qu'avant, vous allez voir. Donc, on va se retrouver comme au début pour le offboarding, on va se retrouver dans les contacts. Alors, on a ici notre petit Simon qui est toujours désactivé, mais on va créer un nouveau contact. Alors, il y a plusieurs manières de créer un nouveau contact dans Time Sensor. Euh, Vu que ce nouveau collaborateur sera lié à votre étude, vous pouvez ici sélectionner son nom, pardon, le nom de l'étude, et puis cliquer sur le plus en bas à droite pour ajouter un ou plusieurs employés à Martin Studer, qui est le nom de votre étude. D'accord? Alors, vous pouvez faire oui, et là, vous pouvez simplement saisir les données, etc., etc. Voilà, donc j'ai Madame Steiner ici, Manon. On peut même mettre maître Steiner Manon, voilà, qui va travailler, on peut mettre ses téléphones, etc. Et ce qui est très important, et là c'est vraiment important, c'est de mettre l'adresse électronique. C'est hyper important. Vous allez voir pourquoi. Ça permet pour l'archivage automatique des mails si vous l'avez activé dans la base de données, mais aussi pour autre chose si vous faites l'archivage manuel. Ça permet à Time Sensor de détecter si vous êtes expéditeur ou destinataire d'un mail, etc. C'est vraiment très important de saisir ici l'adresse électronique de travail. L'adresse personnelle, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la mettre. Pareil pour les mobiles et le téléphone, c'est pas vraiment important. Mais l'adresse mail, je vous le recommande très vivement de la rentrer ici. Au passage, j'en profite pour vous dire que je vais couper le poll. Je vois que tout va bien. Tout le monde est assez satisfait jusque-là. C'est parfait. Hop, je termine. Et voilà. Ah, et je réalise que je ne partageais pas mon écran à la boulette. Voilà, je repartage mon écran. Excusez-moi pour cela. Voilà, je recommence avec l'explication. Je suis vraiment désolé. Je me suis pas rendu compte que je partageais plus mon écran. On y revient. Du coup, on va maintenant rajouter un nouveau collaborateur dans la liste. Donc, on se retrouve ici dans la zone contact, dans la zone collaborateur, et puis nous avons ici l'étude qui apparaît là, ainsi que les collaborateurs juste en dessous.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau collaborateur directement dans le dossier ici de l'étude, puisque ce collaborateur-là, il est lié à votre étude. Donc, on va faire un lien direct. On sélectionne le nom de l'étude ici, Martin Studer, on clique sur le petit plus en bas à droite, et là, on nous demande de souhaitez-vous ajouter un ou plusieurs employés à Martin Studer? Oui. C'est donc une femme, c'est maître, elle s'appelle Steiner Manon. Voilà, etc. Lié en tant que, et puis on va la lier en tant que, qu'est-ce qu'on a ici qui convient? On peut mettre société, contact. Voilà, et sa fonction, elle est avocate. Voilà, on peut donc immédiatement la rajouter, mais avant cela, c'est très important, ce que je vous disais, il faut rajouter l'adresse électronique de travail. Donc ça sera manon.steiner@studer.ch. Martin-studer.ch. Voilà, peu importe, hein, c'est une fausse adresse mail, mais c'est pour vous, il faut bien veiller à ce qu'elle soit ici, la bonne adresse électronique. Vous faites ensuite ajouter, et vous avez ici Steiner Manon qui apparaît. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez ici qu'elle est liée à Martin Studer, et Martin Studer, c'est sa société. Et vous pouvez lui rajouter une petite photo juste là. Voilà, vous pouvez, avec un simple glisser-déposer, ensuite sauvegarder son dossier. Et c'est tout bon. Vous êtes prêt. Cette partie-là est terminée. On va maintenant passer à la suite, qui est de créer le compte de Manon. Alors, on va aller ici dans les paramètres toujours dans utilisateur, ça n'a pas changé. Vous faites ici avec le petit plus un nouvel utilisateur. Et là, c'est la partie peut-être un petit peu complexe, là où les gens sont parfois un petit peu perdus. Alors, je vais essayer de vous aider au niveau des paramètres et qu'est-ce qu'il faut rentrer. Ça ne va pas, ce que je vais expliquer ne va pas forcément convenir à toutes vos configurations et à tout le monde, mais voilà, on va essayer de couvrir un peu les points les plus importants. Nom d'utilisateur externe, c'est la façon dont Manon va s'afficher lorsqu'elle signe un courrier, lorsqu'elle envoie un mail automatique ou il y a plusieurs comme ça endroits. Alors, notamment si vous mettez par exemple le nom du créateur du document dans un document, si vous pré-remplissez par exemple l'avocat qui est en charge d'un dossier dans une fiche de dossier ou quelque chose comme ça, et ben, son nom, ce sera toujours le nom d'utilisateur externe qui sera affiché. Donc ici, on peut mettre par exemple Steiner Manon ou juste Steiner Manon. Je vous recommande de mettre simplement le nom et le prénom ou le prénom et le nom. Voilà, Manon Steiner dans notre cas. Parce que la formule d'appel, si vous l'intégrez ici, le problème c'est que si vous utilisez dans le CRM les formules d'appel, donc si vous avez spécifié dans le dossier de Manon sa formule d'appel et qu'elle est rentrée dans vos modèles, et ben après vous allez vous retrouver avec écrit en toutes lettres maître et ensuite encore maître qui va provenir de juste ici de devant de ME Manon Steiner. Donc je vous le recommande pas. C'est pas une. C'est voilà, pour rester propre, on va faire comme ça. Ensuite, Time Sensor automatiquement propose un nom d'utilisateur interne qui là est le même. Alors moi, je vais garder le même, mais pour simplifier, vous pouvez juste mettre Manon, par exemple, ou voilà, comme vous voulez. Vous pouvez mettre M Steiner, ou je sais pas, c'est vous qui choisissez. Ça, c'est le nom d'utilisateur qui sera utilisé pour se connecter à la base de données. Ensuite, vous avez ici les initiales. Donc ici pour elle, c'est automatiquement généré par Time Sensor, MST, voilà. Ça convient tout à fait. Il prend toujours les deux premières, par exemple, du nom de famille et la première, mais vous pouvez sans problème enlever, faire MS simplement. C'est comme vous voulez. Nous, on va mettre MST parce qu'on a déjà quelqu'un qui se connaît, qui s'appelle MS ici dans la base de données. On va ensuite lui rajouter une petite photo qui va lui servir pour sa personne en charge. Voilà, glisser, déposer, super. Et puis ici, sur le bureau, je vais aller chercher aussi sa petite photo. Voilà. Pas de contrôle de temps. Alors ça, c'est si vous avez des plans de travail au niveau du contrôle du temps. La plupart des études n'ont pas ça, donc je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'on a un temps limité, mais ça peut faire l'objet évidemment d'une question. Si vous souhaitez approfondir là, vous pouvez m'écrire par mail si ça vous intéresse, et puis je vous répondrai, d'accord? C'est par rapport au contrôle du temps, vous pouvez le mettre un plan de travail du style, elle doit travailler 8h21 tous les jours, sauf le vendredi, elle ne travaille pas, par exemple, ce genre de choses. D'accord? Et ensuite, vous pouvez voir en fonction de son timesheet, est-ce que ce qu'elle a timesheeté correspond à son temps de travail, bref. Identité d'expédition, vous pouvez garder pour l'instant standard. Vous pouvez toujours configurer ce genre de choses. Ça, c'est par les mails automatiques, les choses comme ça. C'est pas important pour aujourd'hui. Là où c'est très important, c'est de lier son compte utilisateur au contact qu'on a créé dans la base de données.
Donc, je vais taper ici Steiner Manon avec, au moyen de la touche Tab sur mon clavier, ça autocomplète si ça trouve l'entrée directement. Ensuite, pour les statistiques, vous pouvez lui affecter un rôle et, par exemple, un site. Si vous êtes multisite ou des choses comme ça peut toujours être utile. Et puis, ensuite, on passe à la partie importante ici, le login. Ça, c'est très important. Ça va être vraiment l'essentiel. Les autres options ne sont pas forcément essentielles, mais ça, c'est vraiment essentiel. Euh, Vous pouvez définir une date de blocage de son compte, si elle est là à temps partiel, par exemple. C'est pas la fonctionnalité la plus utilisée, mais ça peut servir. Et là où c'est très important, c'est le mot de passe utilisateur. Time Sensor vient de vous générer un mot de passe sécurisé. Vous pouvez utiliser ce mot de passe, le copier-coller et le fournir à Manon, qui va l'utiliser pour la première fois. Et vous voyez ici qu'il y a une coche qui s'appelle forcer les utilisateurs à changer le mot de passe sur la prochaine connexion. Et c'est cette coche-là qui va faire qu'elle pourra personnaliser son mot de passe, parce qu'on est bien d'accord que ça, là, c'est terrible, hein, c'est impossible de s'en souvenir. Donc moi, je vous conseille de lui fournir, entre guillemets, ce mot de passe sécurisé pour la première connexion, parce que vous allez peut-être le laisser traîner quelque part, etc. C'est mieux d'avoir un mot de passe sécurisé pour la première connexion, et puis ensuite, elle l'utilise juste la première fois, et elle pourra le modifier à la prochaine connexion. Moi, je vous conseille simplement de garder ce qui est fourni par Time Sensor, c'est très bien. Évidemment, vous ne cochez pas la case compte désactivé, vous pouvez lui activer l'authentification à double facteur. Mais moi, je vous conseille qu'elle active ça toute seule, puisque ça faudra qu'elle le fasse sur son smartphone, sur son appareil, et vous ne l'avez pas encore, elle n'est pas encore venue dans l'étude, donc c'est peut-être pas utile de le faire à ce moment-là. Mais c'est une possibilité, je vais désactiver cette fonctionnalité. Et ici, il faut lui fournir les droits d'accès. Alors, l'accès de base, c'est ce qui permet de se connecter. Ça, c'est les groupes qui sont fournis par défaut dans Time Sensor. C'est peut-être pas les groupes que vous avez, c'est peut-être les groupes que vous avez, j'en sais rien. Peut-être vous voulez la faire admin, elle était admin, le collaborateur précédent était admin, vous voulez peut-être qu'elle soit admin aussi, je ne sais pas, mais vous devez choisir les groupes ici qui sont corrects au niveau des droits d'accès. Ça, ce sont des groupes par défaut. Vous avez peut-être des groupes personnalisés qui sont définis. Alors, il faudra peut-être vérifier avec l'administrateur de Time Sensor, qui est quelqu'un dans votre étude, souvent un associé ou peut-être la personne qui s'occupe de l'informatique, de vérifier que les groupes sont bien définis correctement. Si elle remarque, la nouvelle collaboratrice, que quelque chose ne joue pas au niveau des droits d'accès, qu'elle n'arrive pas à faire certaines opérations, c'est très probablement parce que le groupe n'est pas bon ici. Moi, pour faire simple, je vais lui donner le droit admin, mais c'est vrai que si elle est par exemple avocate, il faudrait lui mettre les données confidentielles peut-être, si elle doit avoir accès à ce genre de choses, le contrôle du temps, l'accès de base, etc., etc. La facturation, si elle doit créer des factures, des préfactures par exemple, ou pouvoir modifier des choses dans les dossiers au niveau des tarifs, etc., parce que c'est elle qui va avoir peut-être le mot final sur ce qu'on va facturer au client, donc c'est peut-être utile de lui donner les droits de facturation. Enfin bref, c'est à vous de déterminer ce qui est utile dans votre cas. Ensuite, dans les options où il y avait un paramètre de déconnexion automatique qui est par défaut mis à 1 heure, vous pouvez mettre 3 heures, c'est comme vous voulez, mais je vous conseille de mettre quand même quelque chose ici, c'est très important pour la performance du logiciel. Ensuite, ça c'est pas mal, vous pouvez mettre ici que lorsqu'elle se reconnecte, ça peut restaurer les dernières zones dans lesquelles elle était, ainsi que les dernières fenêtres qui étaient ouvertes. L'aide contextuelle, alors je ne sais pas si je vais réussir à le... Est-ce que je vais réussir à le... Non, ça ne se voit pas. Je ne sais pas pourquoi, mais l'aide contextuelle, peut-être qu'il n'y a pas d'aide contextuelle dans ce menu, c'est pour ça. Mais l'aide contextuelle, en fait, c'est quand vous passez votre souris sur quelque chose, ça vous met une sorte de petit texte en jaune qui vous explique un petit peu une sorte de détail en plus de ce que ce bouton fait. Donc, moi, je vous conseille de la garder allumée, c'est assez utile. Et là, au niveau de la connaissance du logiciel, pourquoi on vous pose cette question? Parce qu'en fait, Time Sensor, vous savez, quand vous faites une opération parfois un petit peu critique, ça vous demande, est-ce que vous souhaitez, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, non. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer quelque chose? Oui, non. En standard, ça vous le met pour toutes les opérations vraiment critiques, mais ça vous enlève cette étape supplémentaire de confirmation pour des choses un peu basiques, d'accord? Qui ne sont pas très graves. Maintenant, elle va être débutante, sûrement. Donc, il y a certaines fonctionnalités qui seront un petit peu simplifiées et les confirmations de sécurité seront un peu renforcées. Il y aura des confirmations de sécurité supplémentaires qui vont apparaître. Et pareil, si vous êtes par exemple expert, ça rajoute quelques petites fonctionnalités supplémentaires, mais surtout, ça permet de diminuer les confirmations de sécurité. Moi, je vous conseille de garder soit en standard, si vous lui faites confiance, soit en débutant pour le début. Mais ne mettez pas expert, sauf vraiment à l'administrateur qui connaît par cœur Time Sensor, sinon vous risquez vraiment qu'il se passe des problèmes dans votre base de données. Moi, je vais lui mettre débutant. Elle n'a pas encore travaillé avec Time Sensor, donc je préfère qu'elle ait ces petites confirmations.
Ensuite, là, vous avez pas mal de petites, voilà, de petites informations. Si elle a le contrôle de présence, vous pouvez l'activer ou désactiver. Vous pouvez remplacer le timesheet. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont utiles. Moi, je vous conseille que ce soit elle qui active ces fonctionnalités-là. Ce que je vous recommande juste de préactiver et de vérifier que c'est bien activé, c'est ces choses-là, c'est activer l'auto-enregistrement et la mise à jour de version automatique pour les documents. C'est vrai que c'est mieux quand les brouillons dans 4D Write Pro sont automatiquement enregistrés. Je vous conseille de le mettre. Et pareil pour la mise à jour de version, je vous conseille de le mettre aussi. Ça peut toujours vous sauver le jour où, au début, quand ils apprennent encore un peu à utiliser le logiciel, s'ils font une erreur, par exemple, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir retrouver la version précédente, que les versions soient incrémentées automatiquement. Et idem pour l'auto-enregistrement, c'est mieux de pouvoir trouver si elle n'a pas pu enregistrer quelque chose. Enfin, ensuite, ici, pour la zone, c'est est-ce que vous souhaitez que dans sa zone personnelle, au niveau des documents, il y a des documents qui apparaissent non lus lorsqu'elle est exécutrice ou responsable du dossier. Moi, je vous conseille de le mettre. C'est plutôt utile. Ça veut dire que lorsque dans un dossier où cette avocate-là est exécutrice ou responsable, il y a un nouveau document qui est versé, donc par exemple un nouveau mail vient d'arriver dans la base de données, un nouvel courrier entrant, etc., ça va automatiquement lui mettre une petite alerte qu'il y a des documents non lus. Ça, c'est plutôt utile. Et puis ça ne vous concerne pas, c'est pour les clients, les utilisateurs, pardon, allemands. On peut donc sauvegarder et Manon Steiner ici apparaît dans notre base de données. Petit interlude assez important. Au niveau des groupes, vous pouvez les retrouver ici et éditer ce qu'ils font ici, donc éditer leurs membres. Et ensuite, vous avez ici les droits d'accès avec les différentes choses que vous pouvez faire, etc. Vraiment, on peut aller très profondément. Ça fera l'objet d'un webinaire futur. Ça fait aussi l'objet de la formation administrateur dans Time Sensor. Donc, je vous invite à me contacter si ça vous intéresse. Et je pourrais vraiment vous détailler comment fonctionnent toutes ces choses-là au niveau des groupes ici, etc. Et puis ce qu'on peut définir. Voilà, c'est juste pour vous expliquer d'où ça vient. Les droits d'accès ont maintenant été définis, les paramètres du compte ont été définis, et ce qui nous reste à faire, c'est la dernière chose, c'est créer la personne en charge. Donc moi, je n'ai qu'une seule entité ici dans ma démo, mais je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec la question piège, il faut créer une personne en charge dans chaque entité. Je vais ici ouvrir personne en charge, je vais cliquer sur le petit plus, et je vois ici que automatiquement Time Sensor me sélectionne Manon Steiner, c'est normal, puisque c'est le seul utilisateur qui n'a pas de personne en charge. Par contre, si vous en avez plusieurs, vous pouvez ici sélectionner lequel. C'est quoi? C'est pas partenaire, c'est avocat. Elle est collaboratrice. Compte de section, on n'utilise pas ici. Elle a tarif standard horaire, c'est pas la peine de le renseigner ici, à mon avis, si vous utilisez les listes de prix dans Time Sensor. Si par contre vous utilisez les prix individuels dans Time Sensor, le prix par défaut, lorsque vous activez le prix individuel dans un mandat, il sera récupéré depuis ici. Donc je vous recommande de, si vous utilisez les listes de prix, de ne pas vous embêter avec ça. Par contre, si vous n'utilisez pas ça et que vous avez des prix individuels définis pour chaque mandat, ce sera par ici que ça se passe. OK. Par contre, à savoir que si vous utilisez les listes de prix, pardon, les prix individuels, si vous modifiez, ah bah vous voyez ici, ça c'est le l'aide contextuelle, c'est ça, c'est ce petit pchit. Voilà. Donc quand il y a des prix individuels, il faut faire attention à ce que lorsque vous définissez un prix individuel dans un mandat, si ensuite vous allez changer ici le taux horaire standard de la personne, ça ne va pas changer le taux horaire dans les mandats. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé d'utiliser les prix individuels, mais c'est recommandé d'utiliser les listes de prix. Et ici, si vous avez Microsoft 365, vous devez ici vous connecter et connecter sa boîte mail si elle a déjà été créée pour qu'elle puisse synchroniser son calendrier, ses contacts, etc. Ainsi que avoir les mails entrants, sortants et tout ce bazar qui soit configuré dans Time Sensor. C'est ici que ça se passe. Donc, il faut une personne en charge si vous souhaitez avoir ce genre de choses. Mais en même temps, ça fait sens, une personne en charge. Il y a seulement les personnes en charge qui ont des événements dans le calendrier, des délais, des rappels, des tâches, etc. à faire. Donc, voilà. Ça, il y a toute une explication sur notre centre aide où on explique comment faire ce genre de choses. Je valide. Et là, Manon Steiner est là. Si je fais un clic droit, je vois qu'elle n'est encore pas là. C'est tout à fait normal. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, du fait que certaines choses qu'on fait dans la base de données ne sont pas mises à jour de manière instantanée pour des questions d'optimisation du logiciel. Mais si on refresh par exemple le cache, elle va apparaître au bout d'un moment. Souvent, ce que je vous recommande de faire, c'est simplement de vous déconnecter de la base de données et de vous reconnecter. Ça permet de mettre à jour ce genre de choses, mais si ça n'apparaît toujours pas, ne vous inquiétez pas, ça apparaîtra tout bientôt. Une fois qu'elle apparaît, vous pouvez en réalité en fait, voilà, décocher et cocher sa personne en charge pour pouvoir gérer son timesheet ou ce genre de choses. Voilà, vous voyez que maintenant elle vient d'apparaître. Je fais un petit clic droit, Manon Steiner, et j'ai maintenant ici sa photo. Je peux déjà commencer à lui entrer des timesheets si besoin,
à aller pour voir ses délais, son calendrier et ce genre de choses. Et voilà, c'est ce qui marque la fin de ce webinaire. Je vais maintenant arrêter mon écran. Je vais voir s'il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, attendez un instant, il faut juste que j'ouvre les questions. Voilà, Q&A. Non, mince. Euh, Ah voilà, ok. Ok, première question. Ah, ok. Il y a trois questions pour l'instant. C'est le moment, pendant que je réponds aux autres, de poser les vôtres. La première question, c'est quelle est la différence entre une personne en charge et un utilisateur? Ok, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer. J'ai essayé de mon mieux d'expliquer tout à l'heure, mais je suis d'accord que ce n'était pas forcément très clair. Euh, L'utilisateur, c'est ce qui vous permet, c'est simplement un compte, un login, c'est ce qui vous permet de vous connecter sur votre base de données. La personne en charge, c'est ce qui permet, c'est ce qui va permettre à un utilisateur, à un login, d'être en charge de certaines choses dans le logiciel, d'être en charge d'un mandat, d'être en charge d'une prestation et donc de pouvoir la facturer, d'avoir des délais, des tâches, un calendrier, etc. C'est ce qui permet d'être une personne en charge. D'accord? Faut le voir comme ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne fait que de la consultation au time sensor et rien de plus, il n'y a pas forcément besoin de lui créer une personne en charge. Par contre, si quelqu'un saisit des prestations, donc souvent un avocat, saisit des prestations à son nom, a besoin de pouvoir facturer, enfin, avoir des prestations qui sont facturables, avoir, qu'on puisse lui appliquer une liste de prix, etc., etc., il faut absolument lui mettre une personne en charge. D'accord? Euh, la deuxième question, j'ai déjà répondu. Est-ce qu'il faut obligatoirement créer une personne en charge pour chaque utilisateur? Non, bien évidemment. Seulement pour ceux qui ont besoin de faire des actions un petit peu plus poussées comme celles que j'ai décrites juste tout à l'heure. Je vais juste partager mon écran à nouveau. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, je pense qui est intéressant, qui rejoint cette question. Si vous faites un clic droit ici sur les personnes en charge, vous pouvez en fait les gérer et vous voyez ici que chaque personne en charge a une certaine classe. Et Manon Steiner, je l'ai affecté avocat. Pourquoi avocat? Parce qu'en fait, là, les catégories que vous voyez ici, ce sont les mêmes catégories qui sont appliquées dans les listes de prix. Donc, si vous voyez ici dans données de base, liste des prix, vous voyez qu'on a ici des tarifs différents, partenaire, avocat, secrétariat, stagiaire. Et en fait, ça, c'est ça qui va définir le tarif de Manon. Elle est avocate, donc elle va facturer, si on utilise cette liste de prix-là, à 250 francs de l'heure. Voilà, je crains qu'on n'a pas vu ce que j'ai montré, je suis désolé. Dans les listes de prix, je recommence, excusez-moi. Dans les listes de prix, vous allez dans la personne en charge et vous voyez ici que Manon Steiner, elle a une classe avocat. Cette classe avocat, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est que dans les données de base, dans les listes de prix que vous utilisez pour chaque mandat, vous voyez ces tarifs ici, 300, 250, 120, 90. Et bien en fait, ça définit, c'est les catégories ici qui sont reprises. Donc elle, vu qu'on l'a mis comme personne en charge avocat, elle facturera à 250 francs l'heure dans la liste de prix. Voilà. J'arrête donc mon partage et il y a une dernière question, je crois. Peut-on partager un compte entre plusieurs personnes? Euh, Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous si vous avez par exemple, alors c'est le cas de figure, je vous prends un cas de figure réel que j'ai vu dans une étude pour vous expliquer de comment on pourrait partager des comptes. Si vous avez par exemple le secrétariat qui sont généralement des personnes à temps partiel et qui ne travaillent pas en même temps, c'est-à-dire le lundi matin vous avez secrétaire A, lundi après-midi secrétaire B, mardi matin secrétaire C, puis ensuite mardi après-midi secrétaire A, etc. Enfin, si ça tourne comme ça. Par exemple, ce sont des stagiaires, des étudiants, je ne sais pas, vous pouvez tout à fait les faire partager un compte. Donc, par exemple, vous pouvez avoir juste un compte qui s'appelle secrétariat et puis qui est utilisé pour... ça vous permet d'économiser des licences d'une manière ou d'une autre. Par contre, si vous avez, à l'inverse, des gens qui veulent travailler en même temps, là, non. Vous ne pourrez pas partager des comptes parce qu'en fait, vous serez bloqué. Vous ne pourrez pas vous connecter en même temps avec le même compte et faire des actions en même temps. Ce ne sera pas possible. Donc, je vous recommande d'utiliser cela uniquement si, voilà, dans le cas de figure numéro un où vous avez besoin d'avoir un partage de compte. Ok, alors je vois qu'il n'y a plus de questions. Il est 12h59, c'est parfait, nous sommes dans les temps. Je vous informe juste que lorsque je vais fermer le webinaire, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction à la fin. Je vous demanderai s'il vous plaît de le remplir, c'est très utile pour nous pour améliorer ces webinaires et comprendre quels sont vos besoins. Vous pouvez suggérer par exemple des sujets futurs, etc.
Je vous invite à le faire très fortement. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, si vous n'avez pas de questions qui vous viennent à l'esprit pendant le webinaire, mais que vous en avez plus tard, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à dejan.marinov, donc mon prénom, point mon nom, @timesensor.ch. Je serai très ravi de vous répondre sur n'importe quel sujet que vous souhaitez. Euh, N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a un autre webinaire qui va parler des relations entre les contacts. On a un petit peu vu ça, mais vraiment rapidement aujourd'hui quand on a rajouté le nouvel employé à l'entreprise. Mais c'était très superflu, très superficiel. Donc je vous recommande, si vous êtes très intéressé pour avoir une base de données avec des contacts structurés et performantes, de venir au webinaire la semaine prochaine. Les dates sont sur notre site web avec les horaires exacts, etc. Vous pouvez vous inscrire directement là-bas. Et puis de manière générale, restez informés sur notre site web pour les webinaires futurs. Je serai très ravi de vous retrouver la semaine prochaine et plus tard pour les webinaires suivants. Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui n'ont pas encore pu manger, je vous souhaite un très bel appétit, une très bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir. À bientôt.